Des pics glacés percent le ciel. Le vent hurle à travers les gorges rocheuses, et les glaciers craquent sous un soleil pâle. Des vallées suspendues dans le brouillard. Des rivières de glace glissent silencieusement. Alors que l'ombre de la montagne dévore l'horizon, l'air est rare. La vie s'accroche à l'abîme, et le silence est absolu. Voici l'Annapurna, un sanctuaire dans les nuages, une forteresse de pierre et de glace où se dressent comme des sentinelles éternelles les plus hauts sommets du monde. Ici, le bélier bleu défie la gravité sur des rebords impossibles. Le panda roux se cache parmi les bambous gelés, et le cerf porte-musc erre comme un fantôme parmi les rhododendrons. Le faisan monal scintille de couleurs vibrantes. La marmotte observe depuis sa tour de guet en pierre, tandis que l'aigle royal dessine des cercles sur le vide. Le pika ramasse de l'herbe sous l'ombre du géant. Le thar himalayen s'accroche aux pentes verticales, et l'ours de l'Himalaya bouleverse tout l'écosystème. Mais ce royaume glacé où la vie sauvage s'expose dans toute sa pureté n'est pas un sanctuaire de paix. C'est une arène de survie, régie par les lois éternelles de la faim et du désespoir. Dans les forêts basses, un spectre glisse entre les branches, ses yeux dorés fixés sur un macaque d'Assam sans méfiance. La panthère nébuleuse ne chasse pas, elle exécute. Leur attaque n'est pas une course, c'est une chute mortelle, un éclair de griffes et de crocs qui s'enfonce dans la nuque, réduisant à jamais au silence le pouls de la jungle. Depuis les vallées sombres, un hurlement froid annonce le verdict, et sa cible est claire, un baral solitaire loin du troupeau. La meute de loups de l'Himalaya émerge telle une marée d'ombre grise. Il n'y a pas d'attaque isolée, mais un siège d'épuisement. Une poursuite incessante qui culmine lorsque le mouton bleu s'effondre et que la neige prend un rouge vif, annonçant la chute d'une autre victime sans défense. Au loin, dans les hauteurs les plus désolées, invisible sur la roche pâle, le fantôme de la montagne aperçoit sa proie, un cerf porte-musc sans défense broutant au bord d'une falaise. En un clin d'œil qui défie la distance, le léopard des neiges bondit. Il n'y a pas de lutte, juste le poids d'un tueur qui pèse sur le cou de la victime, prenant une autre vie avant que l'écho de la pierre qui tombe ne s'estompe. Dans ce colosse de pierre, chaque vie ne tient qu'à un fil, tissé dans la géographie même du lieu. Situé au cœur de l'Himalaya, l'Annapurna est un massif titanesque, royaume de glace et de roches. S'étendant sur 7600 km², il s'élève tel un escalier impossible qui monte des vallées subtropicales à moins de 1000 mètres d'altitude jusqu'au sommet glacé de l'Annapurna One, à plus de 8000 mètres d'altitude. Sur ces pentes inférieures, les forêts de feuillus regorgent de vie, noyées dans l'humidité de la mousson. Plus haut, un monde de chênes, de pins et de rhododendrons s'accroche aux pentes, formant une ceinture verte qui défie le dénivelé. Au-delà de la limite des arbres, la prairie alpine se déploie comme une tapisserie éphémère, parsemée de fleurs rustiques qui s'épanouissent lors d'un été fugace. Et finalement, tout laisse place au désert de haute altitude, un monde de roches nues, de glace perpétuelle et de vents qui dépassent les 100 km/h. Ici, la température peut fluctuer de plusieurs dizaines de degrés en une seule journée, d'un soleil brûlant à une nuit glaciale où la survie est une bataille contre l'air lui-même. Dans ce royaume vertical, plus d'une centaine d'espèces de mammifères, près de 500 oiseaux et des dizaines de reptiles luttent pour exister. Chacun d'entre eux est un témoignage de résilience, une chronique forgée au cœur de la montagne la plus meurtrière de la planète. Chaque forme de vie est une victoire contre la glace et la roche. Bien qu'Annapurna signifie déesse de l'abondance, son nom est une ironie totale, car cette terre est éternellement rare. Ici, chaque petite pousse, chaque proie solitaire est combattue avec une férocité silencieuse. Dans cet empire implacable, il n'y a que deux destins, chasser ou être chassé. Et cette lutte mortelle descend des sommets glacés jusqu'au cœur des forêts où un chasseur mortel a fait des arbres son trône. Un prédateur qui se déplace à travers la canopée avec la subtilité du nombre. Avec un peu plus d'1 mètre de long et un poids maximal de 23 kg, la panthère nébuleuse se déplace dans les forêts de plaine de l'Annapurna tel un prédateur chuchotant. Sa fourrure,
tapisserie de nuages et d'ombres, la fait disparaître dans le feuillage dense de la forêt, la transformant en une apparition fugace, un fragment de brume fait chair. Ses pattes courtes et puissantes, dotées de chevilles étonnamment flexibles, lui permettent de descendre des arbres la tête la première, un exploit qui défie l'équilibre et la gravité. Une queue, presque aussi longue que son propre corps, se balance derrière elle, non pas comme un ornement, mais comme un gouvernail, un contrepoids essentiel à ses acrobaties mortelles dans la canopée. Ses griffes, lames rétractables acérées pouvant atteindre 4 cm de long, s'enfoncent dans l'écorce avec la force de crochets en acier, lui permettant de se déplacer dans les branches avec la fluidité d'un fantôme. Et dans sa mâchoire, il cache un ancien secret, les crocs les plus longs par rapport à leur corps de tous les félins de la planète. Arme de 5 cm conçue non pas pour combattre, mais pour exécuter. Pour une mort instantanée. Pour subvenir à ses besoins dans ce monde de pénurie, il doit dévorer plus d'1 kilo de viande chaque jour. Son régime alimentaire reflète sa dominance arboricole. Macaques, langurs et oiseaux sans méfiance sont ses proies habituelles, bien qu'il n'hésite pas à descendre dans l'ombre des sous-bois pour chasser un cerf porte-musc ou un jeune cochon. Aujourd'hui, la faim est un feu froid dans ses entrailles, un ordre qui la pousse à bouger. Alors que son estomac grogne plus que jamais, la chasse commence non pas par une course, mais par une ascension silencieuse. Le félin choisit un géant de bois, un arbre ancien dont l'écorce est une carte de fissures et de mousse. Ses mouvements sont fluides, délibérés. Chaque patte atterrit sans un murmure, sentant la texture du bois, évitant les feuilles sèches qui pourraient trahir sa présence. Ça ne grimpe pas. Il coule vers le haut, une apparition s'élevant vers la canopée. Ici, à des dizaines de mètres de hauteur, se déploie un labyrinthe de ponts vivants, un univers de branches et de feuilles où la lumière du soleil arrive fragmentée, brisée. Le chasseur s'arrête, immobile sur une large branche. Ses grands yeux dorés scrutent les environs, non pas à la recherche d'un mouvement brusque, mais d'une rupture dans le motif, d'une silhouette qui n'appartient pas. Ses oreilles tournent comme des radars sensibles, filtrant le bourdonnement des insectes, l'appel d'un oiseau lointain et le son qu'il recherche, le bavardage confiant des macaques. Au loin, une troupe de macaques d'Assam se nourrit. Ils sont bruyants, inconscients du danger qui plane au-dessus d'eux. Mais la panthère nébuleuse ne voit pas la troupe. Son instinct isole un individu. Un jeune mâle s'est éloigné de quelques mètres du groupe, absorbé à retirer les pousses tendres d'une branche. La sentence est prononcée, même si la victime ne le sait pas encore, et immédiatement, le harcèlement commence. Le félin glisse de branche en branche, son corps plaqué contre le bois, sa longue queue s'ajustant constamment pour maintenir un équilibre parfait. Mesurer chaque saut, calculer la résistance de chaque support, conscient qu'une branche qui craque ou une feuille qui tombe de travers pourrait faire disparaître son opportunité dans une explosion de cris alarmés, le félin n'est pas pressé et fait preuve d'une patience infinie dans sa traque. Déjà dans une position avantageuse, le prédateur est désormais une statue vivante, fusionnée avec l'arbre, sa respiration lente, presque imperceptible, attendant le moment précis. Le macaque, indifférent, se retourne, offrant son dos et son cou. C'est l'erreur fatale que la panthère attendait. Depuis son perchoir, à moins de 6 mètres, le félin se tend. Ses muscles arrière se contractent comme des ressorts, accumulant l'énergie de l'embuscade et une violence capable d'horrifier. Il n'y a pas de rugissement. Il n'y a aucun avertissement. Juste une explosion silencieuse de mouvement, avec une fente en forme de saut dans un arc parfait et rapide. À l'apparition de l'ombre du chasseur, le macaque lève les yeux, ses yeux s'ouvrant avec une compréhension tardive, mais il ne reste plus de temps. L'impact est brutal et d'une précision millimétrique. Les griffes postérieures de la panthère se verrouillent sur la branche, tandis que son corps se précipite vers l'avant avec une force dévastatrice. Il n'y a pas de lutte prolongée, pas de lutte désespérée, juste un massacre pur et dur. Les crocs en forme de sabre ne déchirent pas mais transpercent, s'enfonçant entre les vertèbres cervicales du mammifère dans un mouvement unique et rapide comme l'éclair.
Un clic sec, presque inaudible, retentit. Puis le silence tombe sur la forêt, annonçant la fin de la chasse. La vie du macaque s'éteint avant même qu'il puisse pousser son propre cri d'alarme. Avec sa proie dans ses mâchoires, la panthère ne se repose pas, car elle est consciente des dangers qui se cachent dans son voisinage. Le sol forestier est le territoire d'autres opportunistes, et les fruits de leur travail doivent être protégés à tout prix. Perdre une proie dans un écosystème aussi impitoyable que l'Annapurna peut signifier succomber à une famine profonde. Le chasseur traîne le corps inerte, qui pèse presque la moitié de son poids, jusqu'à une fourche plus haute et plus sûre dans les branches, un mouvement qui démontre une force disproportionnée. Là, suspendu au-dessus du vide, commence son festin solitaire et méthodique. Une fois rassasié, il recouvrira les restes de feuilles et de petites branches, un garde-manger caché dans le ciel de la jungle, vers lequel il reviendra jusqu'à ce qu'il ne reste que les os, démontrant que même un prédateur aussi sanguinaire ne peut pas se permettre de gaspiller sa nourriture. Après avoir dévoré ce qui a été un festin, ce maître des hauteurs forestières se recroqueville pour profiter d'une digestion calme, en présence de sa meilleure compagne, la solitude. La vie de la panthère nébuleuse se déroule dans ce domaine vertical, dans une existence solitaire, un comportement extrêmement ermite. Son tempérament est insaisissable, reflet de sa nature de chasseur d'embuscade. Il ne recherche pas de confrontations inutiles. Bien qu'elle soit un prédateur redouté, la panthère ne résiste pas aux seigneurs du territoire, comme l'ours ou les meutes de loups. Son royaume est vertical, et son évasion est une ascension vers les hauteurs, où ses poursuivants, malgré tous leurs efforts, ne peuvent la suivre. Leur domaine se définit par la possession d'un vaste territoire qu'ils patrouillent sans relâche, non pas pour socialiser, mais pour avertir. Pour éviter toute rencontre désagréable avec l'un de ses congénères, il laisse son odeur sur l'écorce des arbres, une traînée d'urine et de profondes marques de griffes qui sont un message sans équivoque. Un avertissement qui ne laisse aucun doute sur les limites de leur domaine, et surtout sur la férocité à laquelle seront confrontés les intrus qui oseront les violer. Toute intrusion d'un rival sera accueillie non pas par une démonstration, mais par une confrontation silencieuse et violente dans l'obscurité de la canopée. Dans un affrontement de deux bêtes pour le droit de propriété d'une vaste étendue de forêt, une portion de l'Annapurna riche en proie. Mais quelle que soit l'étendue du domaine de la panthère nébuleuse, il s'arrête là où les arbres cèdent la place à la roche et à la glace. En s'élevant au-delà de la canopée, le paysage se dénude et la survie change ses règles. Musique d'hiver à la maison. Ici, sur les corniches balayées par le vent, le danger ne se cache pas dans l'ombre des feuilles, mais dans le vide lui-même. Et une nouvelle chronique commence, celle d'une vie vécue au bord de l'abîme. Pesant jusqu'à 75 kilos et doté d'une constitution robuste, le Baral, ou mouton bleu, est le véritable souverain des pentes abruptes de l'Annapurna. Sa fourrure, une épaisse couche de teintes grises et brunes, prend une lueur bleutée sous la lumière incessante du soleil de haute altitude, une teinte fantomatique qui lui donne son nom parmi les murmures du vent. C'est un être forgé par le Créateur lui-même pour survivre dans l'abîme. Son corps est compact et musclé, soutenu par des pattes courtes et puissantes qui lui confèrent un centre de gravité bas, essentiel à la stabilité dans un monde vertical. Sur la tête des mâles, deux cornes lourdes et courbées s'élèvent en arc sombre contre le ciel. Ils poussent vers le haut, se courbent vers l'extérieur puis se tordent dans une spirale mortelle, arme de kératine polie forgée dans d'innombrables duels. Les femelles en ont également, mais elles sont plus courtes et moins imposantes. Le secret de leur domination sur le précipice réside dans leurs sabots. Chacune est divisée, avec des bords extérieurs tranchants comme des rasoirs qui s'accrochent à la moindre fissure dans la roche, et des coussinets intérieurs concaves et caoutchouteux qui s'accrochent à la surface avec la ténacité de la mousse. Ce sont les outils d'un grimpeur prodigieux, qui voit une maison confortable dans le paysage le plus accidenté. La vie du mouton bleu se déroule au-dessus de la limite des arbres, dans des prairies alpines surplombant des chutes de plusieurs centaines de mètres. Ici, l'air est rare et le vent est un adversaire constant, se présentant sous forme de rafales capables d'anéantir la vie en quelques secondes. Bien sûr, dans un monde fait de pierre à des milliers de mètres d'altitude, la végétation n'est pas particulièrement luxuriante. L'existence de cet ongulé majestueux se résume à une recherche perpétuelle de subsistance dans un paysage inerte. En tant qu'herbivore, son régime alimentaire se compose des quelques trésors que les montagnes offrent à ces altitudes. Des herbes alpines qui poussent entre les rochers,
des roseaux durcis par le froid et des lichens qui ne sont qu'une tache de couleur sur la pierre. La nourriture n'est pas un banquet, c'est une découverte. Il passe la majeure partie de ses heures de jour à se déplacer avec un calme délibéré le long de sentiers qui ne sont qu'une suggestion sur la paroi de la falaise. Son sens de la vue aiguisé, doté de pupilles horizontales qui lui confèrent un champ de vision panoramique, scrute constamment l'environnement. Cette vision enviable ne recherche pas seulement la nourriture rare, mais surveille également le périmètre, attentive à l'ombre de la mort. Ciblé par un prédateur aussi sanguinaire que le fantôme des montagnes, le léopard des neiges, le cocu vit dans une tension constante, car on ne sait jamais quand, à tout moment, un félin féroce pourrait surgir de nulle part. À cet égard, la principale défense du Baral n'est pas la vitesse sur le plat, mais l'immobilité. Détectant une menace ou un mouvement anormal à des kilomètres de distance, le bélier se fige. Sa fourrure bleue se fond dans la roche, sa silhouette se brise sur le fond de pierre, et pendant un instant, elle cesse d'exister, devenant une partie de la montagne. De nombreux prédateurs passent, incapables de distinguer la forme vivante de la pierre inerte. Mais lorsque la furtivité échoue et que le léopard des neiges lance une attaque, le Baral, loin de se rendre à une mort douloureuse, révèle sa véritable maîtrise. Transformant le terrain sinueux en défense, cette bête s'enfuit dans le vide. D'un sursaut d'énergie, il saute du rebord sur lequel il se trouve vers un autre, à plusieurs mètres de là, à travers une chute vertigineuse. À chaque saut, il atterrit avec une précision extrême sur des rebords de quelques centimètres à peine de hauteur. Ses sabots s'agrippent, son corps absorbe l'impact et, pendant une seconde, il vacille au bord de l'abîme. Le prédateur, plus lourd et moins spécialisé dans cette danse verticale, est souvent contraint de s'arrêter, regardant impuissant sa proie disparaître dans un labyrinthe de parois rocheuses où il ne peut la suivre. Le bélier bleu utilise la géographie comme bouclier, le précipice comme salut. Loin de la vie ermite et insaisissable de la panthère nébuleuse, en dehors de la saison des amours, les moutons bleus vivent en troupeaux pouvant compter des dizaines d'individus. Dans ces groupes, la survie de chaque ongulé dépend du collectif. Des centaines d'yeux scrutent l'horizon, et un signal d'alarme d'un seul membre peut sauver tout le groupe. Bien que la vie grégaire ait ses avantages et que ces troupeaux aient tendance à être paisibles, toute trace de paix est brisée lorsque l'hiver approche et que l'appel de la procréation se fait entendre au loin. L'air devient tendu et les mâles les plus grands et les plus forts commencent à se disputer le droit de s'accaparer des femelles. La confrontation est un rituel de force brute. Deux mâles rivaux se font face, le cou gonflé, le regard fixe. Ils reculent, mesurant la distance. Et puis, sans rien pour contenir leur violence débordante, ils chargent. L'impact est un écho qui résonne dans le silence de la montagne. Les cornes entrent en collision avec une force capable de fracturer un crâne, mais leurs fronts sont dotés d'une force surnaturelle pour résister à ces collisions titanesques. Ils poussent, ils luttent, leurs sabots luttant pour avoir de la traction sur le sol rocheux. Ce n'est pas seulement une épreuve de force, c'est une danse mortelle au bord du précipice où un faux pas signifie une chute mortelle. Le combat peut durer des heures, une bataille d'usure jusqu'à ce que l'un des deux cède. L'homme vaincu recule, humilié, tandis que le vainqueur réclame son harem, l'accès exclusif aux femelles du groupe, un trophée convoité qui lui permettra de copuler avec des dizaines de moutons, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Après une brève copulation, le mâle se retire de ses tâches parentales, laissant toute la responsabilité aux femelles. La femelle, après une gestation d'environ 160 jours, va chercher un endroit isolé et protégé dans les falaises pour donner naissance, généralement à un seul agneau. Et ici, dans un endroit aussi reculé, au bord de la planète, se produit le miracle ultime de leur adaptation. Quelques heures après sa naissance, le veau, fragile mais stable, est capable de se lever et de suivre sa mère.
En moins d'une journée, il peut dévaler les pentes dangereuses, ses petits sabots déjà dotés d'instinct de survie. C'est une nécessité absolue, car dans ce monde vertical, l'immobilité est une condamnation à mort, et les jeunes sont des cibles faciles. Mais la lutte pour l'existence sur l'Annapurna ne se déroule pas seulement sur les hauteurs dénudées, sur les rochers et la glace. À mesure que l'altitude diminue, le paysage change. La roche laisse à nouveau place à des forêts de bambous et de rhododendrons. Ici, caché parmi le feuillage dense, un habitant d'une couleur inattendue vit une vie complètement différente, une vie de furtivité et de solitude. Se déplaçant lentement à travers les bois épais, un éclair de feu brise la monotonie du vert et du gris. À travers les branches, la vie se présente dans un petit bocal, un habitant sauvage pesant à peine 6 kilos. Il s'agit du panda roux, une minuscule créature recouverte d'un épais pelage brun rougeâtre, un pelage somptueux et épais qui l'isole du froid pénétrant des montagnes. Son visage est un masque de fourrure blanche, avec des marques distinctives qui ressemblent à des larmes noires tombant de ses yeux. Et puis il y a sa queue, une pièce magnifique, cerclée de tons clairs et foncés, presque aussi longue que son corps. Ce n'est pas une simple annexe. C'est un outil de survie aux multiples facettes, un contrepoids précis pour maintenir l'équilibre sur les branches les plus fines et une couverture luxueuse qui vous enveloppe pendant les nuits glaciales pour conserver la chaleur vitale. Ses pattes sont recouvertes d'une fourrure dense qui l'isole de la glace et de la neige, et ses griffes semi-rétractables sont parfaites pour s'accrocher à l'écorce des arbres. Mais le secret pour glisser à travers les branches avec l'agilité d'un acrobate se cache dans ses poignets, sous la forme d'un faux pouce, un os modifié qui lui permet de saisir les tiges de bambou avec une dextérité étonnante. La simple existence du majestueux panda roux est une contradiction de la nature, car bien qu'il soit considéré comme un carnivore, son régime alimentaire est basé presque entièrement sur les pousses et les feuilles de bambou, parfaitement nutritives. Bien qu'ils aient choisi cette nourriture modeste comme moyen de subsistance, la vérité est que leur système digestif court et simple est très inefficace pour traiter la cellulose, les obligeant à vivre dans l'austérité, dans un équilibre énergétique délicat. Étant donné la valeur nutritionnelle douteuse du bambou, le mammifère doit consommer près d'un tiers de son poids corporel chaque jour, une tâche qui occupe plus de la moitié de ses heures d'éveil. Pour cette raison, leurs mouvements sont lents, méthodiques et délibérés. Chaque montée sur un arbre, chaque mouvement le long d'une branche est un investissement calculé d'énergie. Vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller des calories. Il passe ses heures actives à chercher de la nourriture avec une patience infinie, presque désespérée. Il se déplace à travers le sous-bois dense de bambou, utilisant son odorat aiguisé pour localiser les pousses les plus fraîches et les plus nutritives. Avec son faux pouce, il saisit une tige, l'approche de sa bouche et avec une précision méthodique en arrache les feuilles. Bien sûr, lorsque l'écosystème de l'Annapurna se montre exceptionnellement généreux, présentant sur son passage des fruits mûrs, des baies, des fleurs, voire des œufs d'oiseaux ou des insectes, le panda n'y réfléchit pas à deux fois et les intègre immédiatement à son régime alimentaire habituellement modeste. Lorsqu'il ne dévore pas une feuille de bambou succulente, il est probablement plongé dans la tâche épuisante de se reposer. Cet habitant des arbres peut passer jusqu'à 13 heures par jour à dormir ou à se reposer, souvent recroquevillé au creux d'un arbre, sa magnifique queue enroulée autour de son corps comme une couverture confortable. Leur vie crépusculaire limite leur activité aux heures sombres de l'aube et du crépuscule, évitant ainsi à la fois la chaleur du jour et le froid extrême de minuit. Pour passer plus de la moitié de la journée plongé dans un sommeil réconfortant, pour le panda roux, rien de mieux que de vivre seul. Par conséquent, en dehors de la brève saison de reproduction, il ne tolère pas du tout la présence d'autres individus de son espèce. En fait, une tâche importante qui occupe une partie de leur temps actif limité consiste à marquer les limites de leurs domaines avec des sécrétions provenant des glandes odoriférantes situées sur leurs pattes et à la base de leur queue, laissant ainsi des messages chimiques sur les arbres et les rochers. Ce sont des avertissements olfactifs que les autres pandas peuvent lire à grande distance, des frontières invisibles qui indiquent qu'il est dangereux de les franchir. Malgré son tempérament paisible et calme, la vie du panda roux est constamment mise à l'épreuve. Dans cet écosystème dominé par la loi stricte de la chaîne alimentaire, sa petite taille en fait une proie potentielle pour les grands prédateurs. Des tueurs voraces comme le léopard des neiges et la panthère nébuleuse sont ses principaux adversaires, des bêtes qui n'hésiteront pas à réclamer la vie de cette créature compacte et, à première vue, sans défense. Lorsqu'ils sont menacés par un chasseur vicieux,
Leur première et plus efficace défense, à part se lancer dans un combat féroce, est la furtivité et le camouflage. Sa couleur rougeâtre frappante se marie parfaitement avec la mousse et les lichens couleur rouille qui recouvrent les troncs d'arbres dans son habitat. Lorsqu'il détecte une menace, son instinct est de se figer, devenant un flou immobile parmi le feuillage, ou de grimper jusqu'aux branches les plus hautes, hors de portée des chasseurs terrestres. Mais lorsqu'elle est acculée, cette créature docile révèle un côté inattendu. Se dressant sur ses pattes arrière pour paraître plus grand et plus intimidant, le panda câlin peut frapper avec ses griffes acérées. Bien que ses attaques ne soient pas particulièrement mortelles, l'alternative étant une chasse violente, ce dernier recours désespéré du mammifère roux est une véritable démonstration de son courage et de sa rébellion face à l'abri chaleureux de la mort. Mais la survie dans l'Annapurna n'est pas toujours une question de discrétion et de solitude. Dans les vallées ouvertes et les prairies alpines au-dessus des forêts, un hurlement tonitruant et effrayant annonce le début d'une nouvelle chasse. Avec un poids d'environ 35 kg et un corps mince et puissant, le loup de l'Himalaya est un prédateur forgé par l'altitude et le froid extrême. Sa fourrure est dense et laineuse, une armure de ton gris, ocre et noir qui l'isole des vents glacés qui balayent les sommets. Ses grandes et larges pattes agissent comme des raquettes, lui permettant de se déplacer sur le terrain enneigé avec une endurance infatigable, parcourant des dizaines de kilomètres en une seule journée sans montrer de fatigue. Bien que les meutes de loups parviennent à imposer leur volonté grâce à la force du groupe, agissant comme une puissante unité de chasse, tous les chiens n'ont pas la chance de vivre au sein d'une meute unie. Certains vivent comme des fantômes solitaires et doivent forger leur royaume à partir de zéro. Que ce soit par manque de ressources ou à cause d'altercations avec les alphas, certains loups sont obligés de quitter la meute et de se débrouiller seuls, ce qui pourrait être une condamnation à mort ou le début d'une nouvelle meute redoutable pour dominer les vallées. Avec la solitude comme compagnon constant, le voyage de dispersion est une entreprise dangereuse mais nécessaire pour éviter la consanguinité et forger sa propre lignée. La vie d'un loup solitaire est une existence au bord de la famine. Leur force individuelle n'est pas suffisante pour abattre un mouton bleu adulte ou un grand tard. Sans le soutien d'une grande meute de chasseurs, leur survie dépend de leur ruse et de leur capacité à profiter de chaque opportunité. Ces chiens reclus se nourrissent des plus petites proies que leur offre la montagne. Une marmotte surprise loin de son terrier, un pika sans méfiance, ou encore les restes d'une chasse abandonnée par un léopard des neiges, ne sont pas du tout des aliments méprisables une fois qu'ils ont déjà fait l'expérience de la faim en personne. Ses côtes ressortent sous son épaisse fourrure, rappel constant de sa situation précaire. Mais une faim plus profonde que cela dans son estomac le pousse en avant. C'est la soif de compagnie, l'instinct de former une meute. À la tombée de la nuit, alors que la température descend au-dessous de zéro, le loup solitaire gravit une crête balayée par le vent. Il lève la tête vers le ciel étoilé et pousse un hurlement. Il ne s'agit pas d'un appel à la guerre ni d'une déclaration de territoire. C'est une question lancée dans le vide glacial, une longue note mélancolique qui traverse les vallées et les sommets, dans une tentative de capter l'attention d'un autre être humain tout aussi solitaire. La plupart du temps, la seule réponse est le sifflement du vent. Pendant des semaines, leur voyage est une odyssée à travers un territoire hostile, traversant des cols de montagne à plus de 5000 mètres d'altitude, traversant des rivières glacées et descendant dans des vallées boisées. Au cours de ces voyages marathoniens, leur odorat très développé leur permet non seulement de rechercher des proies, mais aussi des informations. Ils lient les frontières invisibles des autres meutes, les messages d'urine et les marques au sol qui l'avertissent des domaines de loups établis, des territoires qu'il doit éviter à tout prix, car une incursion serait passible de mort. Une nuit, après un hurlement solitaire, une réponse lointaine arrive dans le vent. C'est faible, presque imperceptible, mais indubitable. Ce n'est pas le puissant cœur d'une meute établie,
mais plutôt la symphonie d'un autre hurlement solitaire, celui d'une femelle. Immédiatement, l'instinct du loup se déclenche et il change de cap, se déplaçant avec un nouvel objectif sur le terrain accidenté. Le chien, poussé par son comportement grégaire profondément enraciné, suit la piste perçue, l'odeur subtile d'une louve dans la neige. Finalement, après un voyage épuisant, il la voit. Une silhouette grise contre les rochers, aussi prudente et maigre qu'il l'était. La rencontre n'est pas une salutation amicale mais un rituel rempli de tension et de méfiance. Ayant survécu seuls à l'enfer, ils ne peuvent pas se permettre de faire aveuglément confiance à un autre étranger. Le mâle s'approche lentement, le corps accroupi et la queue baissée, une posture qui communique la soumission et le manque d'agressivité, tandis que la louve le fixe, les muscles tendus et un grognement sourd vibrant dans sa poitrine. La communication est un langage de gestes subtils, le mouvement d'une oreille, la position de la queue, la tension des muscles. Le mâle fait un pas et la femelle ne recule pas, un acte subtil qui cache la formation d'un lien étroit entre les deux. Les chiens s'approchent les uns des autres jusqu'à ce qu'ils puissent se sentir, lisant l'histoire de l'autre dans leurs odeurs. Petit à petit, les grognements s'atténuent jusqu'à devenir des gémissements, et la tension commence à se briser. Les loups, une fois tendus, adoptent des postures ludiques, instaurant ainsi un lien qui durera toute une vie. Cependant, l'union n'est pas encore consommée. Le test final sera votre première chasse coopérative. Heureusement, peu de temps après la rencontre, une malheureuse marmotte apparaît à l'horizon, prenant un bain de soleil sur un rocher. Bien que n'étant pas une proie particulièrement robuste, la marmotte aurait toutes les chances de s'échapper individuellement vers la sécurité de son terrier. Mais maintenant ils sont deux, et les chiens commencent à profiter des avantages de la vie de famille. Sans un hurlement, sans un signe évident, chacun comprend son rôle dans le massacre. La femelle commence un large cercle, utilisant le terrain pour se cacher, tandis que le mâle avance lentement, attirant l'attention de la marmotte. La proie en alerte le voit, émet un sifflement d'alarme et se prépare à courir vers son abri. Mais il n'est pas seul, et à ce moment-là, la femelle sort de sa cachette, bloquant la voie de fuite. Pendant une seconde, la marmotte hésite, confuse. Et cette hésitation passagère devient sa fin. Le mâle se jette sur le corps désormais inerte du mammifère et la chasse est terminée en un instant. Comme il n'y a pas de hiérarchie dans la vie de couple, les deux chiens se partagent la modeste proie, dévorant ce qui est un mets délicat par rapport à leur vie en solitaire. Cette nuit-là, sur la même crête où le mâle hurlait autrefois dans la solitude, deux voix s'élèvent. Ce n'est plus une question mélancolique, c'est un duo, un hurlement harmonieux qui résonne avec une force nouvelle. La complainte est désormais une déclaration. Ils ont revendiqué cette vallée inoccupée comme la leur, annonçant la naissance d'un nouveau troupeau dans les hauteurs de l'Annapurna, une nouvelle dynastie qui grandira avec la promesse de la première portée lorsque la neige recouvrira à nouveau les sommets. De l'autre côté de la chaîne de montagnes, loin des territoires du troupeau nouvellement formé, sur les pentes boisées, un colosse solitaire se forge son propre chemin, un géant qui n'a besoin d'aucun compagnon, mais compte uniquement sur sa puissance individuelle et sa capacité à dévorer tout ce que l'Annapurna lui sert. Se déplaçant comme une montagne vivante pesant jusqu'à 200 kg et mesurant plus de 2 mètres de haut, l'ours noir de l'Himalaya est un reclus géant, un dévoreur de monde qui s'est installé dans cet habitat isolé et loin d'être hospitalier. Son corps est une masse de muscles et de puissance, recouvert d'un manteau de nuit, une fourrure noire épaisse et grossière qui parfois, au soleil, scintille de tons bruns. Mais sur sa poitrine, il porte une marque indubitable. Un croissant de lune de couleur crème, une crête pâle sur fond d'obscurité, un emblème unique à chaque individu. Sa tête est grande et large, avec un museau allongé. Ses yeux sont relativement petits, presque perdus dans son vaste visage, car son monde n'est pas perçu par la vue, mais par l'odorat.
Son nez, constamment humide et en mouvement, est un organe d'une sensibilité exquise, capable de détecter l'odeur de charogne à des kilomètres de distance ou le parfum de fruits mûrs cachés dans un feuillage dense. Ses griffes, longues jusqu'à 5 cm, sont plus courtes et plus courbées que celles des autres membres de sa lignée, car ce ne sont pas des armes de creusement pour de vastes plaines, mais des crochets d'escalade, des outils forgés pour conquérir le royaume vertical des arbres de la vallée. La vie de l'ours noir est une danse éternelle dictée par les hauts et les bas de la faim et de l'abondance. Après avoir survécu au rude hiver asiatique, cette bête se réveille d'un long sommeil émacié. Le froid a consommé ses réserves de graisse et il sort de sa tanière avec un seul ordre pressant: manger. Bien que les jours de dégel aient recommencé, le début du printemps offre peu de choses et le mammifère doit parcourir son vaste territoire, un domaine qui peut s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés, à la recherche de n'importe quelle source de subsistance, aussi modeste soit-elle. Grâce à la force de ses pattes avant, il renverse des bûches pourries et des rochers lourds, exposant des colonies de larves d'insectes et de fourmis qu'il dévore avec avidité. Même s'ils ne sont que de modestes hors-d'œuvre, ils deviennent des délices lorsque vous n'avez même pas goûté à de la nourriture depuis des mois. Dans ses pérégrinations frénétiques, l'ours parcourt les vallées à la recherche des restes d'animaux qui n'ont pas survécu à l'hiver, ne montrant aucune objection à devenir un charognard opportuniste. Son odorat puissant le guide à travers la neige fondante pour trouver ses cadeaux de montagne. Dès qu'il trouve une carcasse, sans réfléchir, il se jette dessus et la mange jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Avec le passage fugace du printemps, l'arrivée de l'été est imminente et la forêt se transforme, changeant une fois de plus les habitudes alimentaires de l'ours. Les collines autrefois stériles sont couvertes de baies sauvages et les arbres commencent à porter leurs fruits. L'ours, témoin de toute cette abondance, se déplace à travers ce festin éphémère, arrachant des branches entières pour porter des poignées de baies à sa bouche. Mais son plus grand désir, un trésor pour lequel il risquerait tout, c'est le miel. Son nez fin détecte le bourdonnement et le doux parfum d'une ruche au loin, souvent en haut d'un arbre ancien, et alors l'ascension commence. Ce n'est pas un grimpeur agile comme la panthère nébuleuse, mais une force brute imparable. Ses griffes s'enfoncent dans l'écorce, ses membres puissants le propulsent vers le haut, ignorant la hauteur. En atteignant la ruche, l'essaim d'abeilles gardiennes entre dans une frénésie défensive. Des milliers de dards percent sa fourrure, mais sa peau est épaisse, et son pelage dense absorbe la majeure partie des agressions. L'ours ressent à peine la douleur, et, aveuglé par le désir du prix, d'un coup de patte qui brise le bois, il déchire la ruche, exposant les rayons dorés, regorgeant de miel frais et de larves riches en protéines. L'omnivore enfonce son museau dans la cavité, et sa longue langue agile fait le reste, se déployant, léchant le miel collant et les larves juteuses, ignorant les abeilles qui rampent sur son visage. C'est un festin frénétique, une récompense d'énergie pure. Compte tenu des ressources abondantes et du climat doux, l'été à Annapurna est sans aucun doute la meilleure période de l'année pour ce géant. Bien sûr, cette saison ne dure pas éternellement, et petit à petit les journées chaudes s'estompent, annonçant l'arrivée de l'automne, teignant la forêt d'ocre et d'or. Avec le changement climatique, une urgence ancestrale s'empare de l'ours. Conscient que l'automne n'est que le calme avant la tempête hivernale, le titan se lance dans une frénésie alimentaire pour accumuler l'épaisse couche de graisse dont il aura besoin pour survivre à l'hiver. Le colosse limite toute son activité à une seule tâche, la poursuite incessante des calories. Ce dévoreur d'écosystèmes se concentre dans les forêts de chênes, engloutissant des glands par milliers. Il grimpe aux noyers et secoue les branches avec une force violente, provoquant une pluie de nourriture qu'il ramasse ensuite sur le sol de la forêt. Chaque jour est une bataille contre le temps. Chaque noix est une goutte de carburant pour le long rêve qui nous attend. Durant tout ce temps, le mammifère robuste vit dans une solitude complète, affichant un comportement extrêmement termite. En dehors de la brève et parfois violente saison des amours, il évite ses congénères. Une rencontre entre deux hommes adultes est souvent une affaire tendue, une démonstration de taille et de puissance pour éviter un conflit physique qui se terminerait inévitablement par une violence excessive. Lors de ces rencontres loin d'être pacifiques, les deux ours se dressent sur leurs pattes arrière, émettent des grognements profonds et claquent des mâchoires, une intimidation qui résout généralement le conflit au sujet d'un arbre fruitier ou d'une femelle. Bien qu'il soit un prédateur redoutable, il ne recherche pas la confrontation avec d'autres grands chasseurs.
Il respecte le hurlement de la meute de loups et cède la place à un grand mâle si la situation l'exige. Sa force réside dans son individualité et non dans la conquête. Musique d'hiver à la maison. Avec l'arrivée des premières neiges, l'ours se lance à nouveau en quête. Mais cette fois, il ne s'agit pas de se nourrir, mais d'un abri confortable pour passer l'hiver sous des températures négatives. Le géant explore des grottes, des crevasses profondes entre les rochers ou des cavités sous les racines d'un arbre tombé. Une fois l'emplacement choisi, il le prépare en y traînant des feuilles sèches, de la mousse et des branches pour créer un lit isolant. Et lorsque la tempête hivernale frappe enfin, l'ours rentre dans sa tanière. Il ne s'agit pas d'une véritable hibernation, mais d'une léthargie profonde, rendant leur rythme cardiaque à peine perceptible, leur respiration superficielle et leur température corporelle en chute libre. Scellé dans son abri par la neige, le monde extérieur cesse d'exister. Le colosse solitaire dort, un géant qui a abandonné son existence au rythme de la montagne, attendant dans le silence obscur la promesse d'un nouveau printemps. Musique de fin d'hiver. Alors que l'ours s'enfonce dans le grand silence de l'hiver, enfermé dans son abri contre la faim et le froid, la vie dans la forêt ne s'arrête pas. Son corps est recouvert d'une fourrure dense et cassante au ton brun et gris, une couche épaisse et huileuse qui l'isole du froid et de l'humidité et le dissout dans l'ombre. Le corps de ce faussaire est, pour le moins, quelque peu inhabituel. Ses pattes postérieures, sensiblement plus longues et plus musclées que ses pattes antérieures, lui confèrent une posture voûtée, avec sa croupe plus haute que ses épaules. Cet ongulé n'est pas conçu pour la course soutenue en plein champ, mais plutôt pour une agilité explosive sur des terrains difficiles. La caractéristique la plus déroutante qui le distingue des wapitis et des autres cerfs est son absence notable de bois. Au lieu de cette couronne osseuse, les mâles arborent une arme différente. 2 crocs en forme de sabre, tranchants comme des poignards, qui descendent de leur mâchoire supérieure jusqu'à 3 pouces sous leur menton. Ce ne sont pas des armes de défense contre les prédateurs, mais de guerre entre rivaux. Dans leur abdomen, les mâles cachent également le secret de leur nom, une glande qui produit un musc à l'arôme pénétrant et complexe, une essence qui est le centre de leur univers social et reproducteur. La survie du cerf porte-musc ne dépend pas de la force ou de la confrontation, mais de l'art de ne pas être vu, de rester inaperçu dans un monde rempli de prédateurs. Comme l'énorme ours noir, l'ongulé est une créature de solitude, se déplaçant au crépuscule avec une furtivité absolue à travers le labyrinthe dense d'arbres et de buissons. Ses pas sont silencieux, ses mouvements brefs et prudents, chaque mouvement est calculé. Contrairement aux espèces hibernantes de l'Annapurna, les cerfs porte-musc ne peuvent pas se permettre de sombrer dans un sommeil éternel jusqu'à l'arrivée du printemps, mais doivent plutôt y faire face directement dans une lutte quotidienne contre la pénurie. Lorsque la neige recouvre le sol de la forêt d'une épaisse couche silencieuse, la recherche de nourriture devient une tâche ardue. Son régime alimentaire se compose des aliments les plus résistants que la forêt offre. Des lichens arrachés à l'écorce des arbres, des mousses, des brindilles sèches et les pousses tendres qu'il parvient à déterrer. Utilisant ses petits sabots avant pour creuser frénétiquement dans la neige, l'herbivore crée de petits cratères pour atteindre la végétation enfouie. Chaque bouchée est un investissement d'énergie précieuse, une victoire durement gagnée contre un monde qui cache tout sous un voile blanc. Malgré le fait de vivre dans un enfer hivernal comme l'Annapurna lors de ces journées blanches, les cerfs doivent être à l'affût d'un ennemi peut-être encore plus redoutable que les basses températures. L'existence de cet ongulé est une veille constante, car dans ces forêts sombres, la mort se cache dans chaque ombre. Le léopard des neiges, la panthère nébuleuse, le loup et même le renard voient ce petit herbivore comme un maillon essentiel de la chaîne alimentaire,
un délicieux morceau de viande qui peut les sauver de la famine. Face à cela, la première défense de l'herbivore est son immobilité. Au moindre bruit suspect, il se fige, sa fourrure de camouflage brisant sa silhouette sur le fond de bûches et de feuilles. Il peut rester dans cette immobilité absolue pendant de longues minutes, devenant une statue vivante, invisible aux yeux moins attentifs. Lorsque cette défense passive échoue, ce survivant impatient ne se lance pas dans une longue course prévisible qui en ferait une proie abordable pour les prédateurs rapides, mais sa fuite est plutôt une explosion de sauts erratiques et puissants. À l'aide de ses pattes arrière disproportionnées, il se lance dans une série de zigzags imprévisibles, rebondissant sur le sol comme une pierre jetée sur l'eau. Il s'agit d'une tactique conçue pour dérouter le poursuivant dans l'environnement surpeuplé de la forêt, lui permettant de disparaître dans les arbres avant que le carnivore ne puisse ajuster son attaque, et se donnant le privilège de laisser l'un des dirigeants de la chaîne alimentaire avec l'estomac vide. Non loin des domaines que le cerf porte-musc défend farouchement, une autre créature apparaît dans le paysage pâle, capable de résister aux hostilités de l'Annapurna, même dans ses jours d'austérité complète. C'est une tache ardente qui se déplace entre le blanc et le gris des pentes inférieures. Ce n'est pas un géant mais plutôt un maître absolu de l'opportunisme. Se déplaçant à travers la végétation, le renard roux, une créature d'à peine 1 mètre de long et pesant rarement plus de 10 kilos, témoigne de l'imagination sans fin du créateur lorsqu'il représente les espèces sauvages de ce coin inhospitalier de la planète. Sa fourrure, d'une couleur rouge ardente qui brûle contre la pâleur de la neige, est un manteau dense à 2 couches qui le protège du froid mordant. Sa queue, une brosse épaisse et magnifique à l'extrémité blanche, agit comme contrepoids à ses manœuvres agiles, et comme couverture thermique qui enveloppe son corps lors des pauses sur la glace. Ses pattes sont longues et fines, terminées par des coussinets qui lui permettent de se déplacer avec une furtivité surprenante. Dans cet écosystème hostile, où règnent les géants, le renard compact s'appuie sur ses sens aiguisés pour trouver un point d'ancrage dans l'Annapurna sauvage. Une oreille capable de détecter le mouvement d'un rongeur sous 1 mètre de neige et un odorat capable de déchiffrer les histoires du vent, de la promesse d'une charogne lointaine à l'avertissement d'un prédateur plus gros. Ce mammifère survit non pas grâce à sa force, mais grâce à son infinie capacité d'adaptation. Il n'est pas un spécialiste mais un généraliste absolu, très essentiel dans un environnement où les sources de nourriture sont imprévisibles et éphémères. Leur régime alimentaire est une mosaïque de tout ce que les montagnes offrent. Des rongeurs comme les pikas et les campagnols, aux oiseaux, aux insectes et aux restes laissés par les grands chasseurs. Alors que pendant les saisons plus chaudes, leur palais s'élargit pour inclure des baies, des fruits et des racines, c'est en hiver que leur méthode de chasse la plus emblématique a lieu. Sur une plaine enneigée, le renard se déplace la tête inclinée, ses grandes oreilles triangulant une source sonore invisible. Il s'arrête, complètement immobile, écoutant le grattement presque imperceptible d'un pika dans son tunnel sous la surface blanche. Une fois la position exacte fixée, le prédateur se tend. Il s'élève dans les airs dans une parabole parfaite, presque verticale, aux couleurs de feu, puis chute en flèche. Il tombe la tête la première, les pattes avant jointes, perçant la neige avec la force d'une lance pour attraper le rongeur avant qu'il ne puisse réagir. C'est une attaque qui repose entièrement sur le son, un pari du tout ou rien dans un monde silencieux. Mais sa ruse ne se limite pas à une seule technique. Lorsque la proie est un faisan monal distrait au sol, le renard se transforme en un traqueur furtif. Il utilise chaque rocher, chaque buisson et chaque dépression du sol comme couverture pour cacher sa présence. Il s'approche avec une patience infinie, jusqu'à ce que seulement quelques mètres le séparent de sa cible. Puis le silence est rompu. Il explose dans un éclair court et rapide, un éclair rouge qui dévore la distance en un clin d'œil, attrapant l'oiseau avant qu'il ne puisse s'échapper dans les airs, faisant de lui une proie convoitée dans un monde dominé par la faim. Mais lorsque les victimes potentielles à sa morsure se font rares, ce chasseur brutal n'hésite pas à s'abaisser et à devenir un opportuniste affamé. Ici, le renard devient un adepte des fantômes, une pratique extrêmement dangereuse mais qui peut rapporter gros. Ce prédateur à petite échelle sait très bien que le hurlement des loups ou la présence d'un léopard des neiges signifie souvent qu'un festin est sur le point d'avoir lieu. Ainsi, gardant une distance de sécurité, il observe depuis la sécurité des falaises les plus gros prédateurs chasser et se nourrir. Le canidé attend des heures, parfois des jours, que les carnivores se soient rassasiés et abandonnent les restes, un retrait qui annonce l'occasion de réclamer sa part. Il arrache des lambeaux de chair gelée de la carcasse,
Un festin gagné non pas par la force, mais par la patience et l'intelligence. Cependant, ces approches des bourreaux de l'écosystème ne connaissent pas toujours une fin agréable. Dans la hiérarchie des prédateurs de l'Annapurna, le renard se trouve dans une position précaire. Une meute de loups n'hésitera pas à vous traquer si l'occasion se présente, et pour un léopard des neiges, un renard est une proie considérable. Leur survie face à ses adversaires supérieurs ne dépend pas de la victoire dans un combat, mais de la capacité à faire en sorte qu'un tel duel ne se produise jamais. Ses sens sont toujours en alerte, et au premier signe de danger, il ne l'affronte pas, il disparaît. Il utilise sa connaissance intime du terrain, se faufilant dans les crevasses rocheuses, les terriers abandonnés ou le fourré d'un fourré, devenant un fantôme de feu aussi insaisissable que le vent de montagne. Alors que le renard marche à travers la forêt, à des centaines de mètres d'altitude, sur les courants d'air glacés qui balayent les sommets, un regard pénétrant scrute la vaste tapisserie montagneuse d'en haut. Pour ce prédateur, le monde n'est pas un labyrinthe de chemins et d'odeurs, mais une carte déployée à ses pieds. Une ombre se projette sur les pentes de l'Annapurna, une tache sombre qui glisse à une vitesse vertigineuse sur le tapis de roches et de neige. Il s'agit de l'aigle royal, un prédateur aérien dont l'envergure de près de 2,5 mètres impose respect et crainte dans tout l'écosystème. Son corps, un manteau de plumes brun foncé, presque noir, affiche une obscurité qui contraste avec la lueur dorée des plumes qui couronnent sa nuque et sa tête, un halo doré qui lui donne son nom. Leurs yeux ambrés affichent une acuité presque surnaturelle, capable de distinguer le moindre mouvement à des kilomètres de distance, une proie visuelle qui transforme le paysage vaste et écrasant en une carte détaillée de proies potentielles. Son bec est un crochet de kératine, pointu et courbé, une merveille de création, un outil conçu pour déchirer la chair la plus dure. Mais ses véritables armes, celles qu'il utilise pour instiller la peur dans toute la chaîne alimentaire, sont ses griffes. Ces lames redoutables, dotées d'éperons arrière acérés et courbés, sont capables d'exercer une pression qui fracture les os et éteint la vie en un instant. Le domaine de l'aigle est le ciel ouvert, les vastes étendues d'air au-dessus de la limite des arbres, où les courants thermiques s'élèvent des vallées comme des colonnes invisibles. Elle passe des heures à planer dans de larges et majestueux cercles, battant des ailes le moins possible, maîtresse de l'efficacité énergétique. De son point de vue céleste, à plus de 3000 mètres de hauteur, le monde se dévoile sous ses yeux. Il ne recherche pas de traces ni ne suit les odeurs. Lisez le langage du mouvement. Son regard pénétrant balaie les pentes, ignorant le paysage statique, à la recherche de l'anomalie, du tressaillement d'un muscle, du scintillement d'une fourrure qui n'est pas de la roche. Soudain, sa patience est récompensée. Sur une corniche éloignée, un vautard de l'Himalaya s'est momentanément séparé de sa mère, s'aventurant à grignoter une touffe d'herbe dure, une grave erreur pour laquelle il est sur le point de payer cher. Il est jeune, inexpérimenté et vulnérable. Pour l'aigle, c'est comme un repas servi sur un plateau d'argent. En un instant, l'aigle ne peut plus se retenir et l'attaque commence. L'oiseau de proie incline une aile, sort de sa spirale planante et se replie sur lui-même. Il ne vole pas, mais s'effondre en repliant ses ailes et en devenant une flèche vivante de plumes qui tombe du ciel à plus de 300 km/h. Le vent siffle à travers leurs plumes dans un rugissement croissant. Et pour le prédateur, le monde devient un flou de gris et de blanc, avec un seul point restant net, la silhouette de sa proie. Le jeune tard lève les yeux,
alerté par le bruit qui déchire l'air, mais il n'a pas le temps de comprendre, ni de fuir, car sa sentence est déjà prononcée. L'impact est tonitruant, un coup violent qui prédit la mort. En quelques fractions de secondes, les griffes du chasseur s'ouvrent et frappent le tard avec la force d'une pierre lancée du ciel. Les éperons s'enfoncent profondément, mais la force principale de l'impact est conçue pour déséquilibrer, pour pousser. Le tard, frappé avec une violence incompréhensible, perd l'équilibre au bord du précipice. Pendant un instant, leurs sabots grattent la roche, à la recherche d'une prise qui n'existe plus. Et puis, ça tombe. Il tombe silencieusement dans l'abîme, rebondissant sur les parois de la falaise. Le bourreau des cieux ne suit pas sa chute, mais ouvre ses ailes, ralentit sa plongée avec une maîtrise aérodynamique étonnante et décrit un cercle, observant la descente de sa proie. Atterrir avec un calme impérial à côté du corps brisé, des centaines de mètres plus bas. Ainsi, en quelques secondes, la chasse est terminée et l'aigle a amassé une proie copieuse, parfaite pour se gaver jusqu'aux branchies. L'oiseau utilise son bec pour arracher l'épaisse fourrure de l'ongulé et exposer la chair. Il se nourrit là, au fond du ravin, arrachant des morceaux et les avalant, toujours en alerte, la tête levée entre chaque bouchée, surveillant son environnement. L'aigle royal est l'incarnation de la domination territoriale. Un couple uni pour la vie défend un territoire de chasse qui peut couvrir des centaines de kilomètres carrés, proclamant sa propriété par des vols nuptiaux et d'avertissements spectaculaires, des ondulations aériennes dans lesquelles ils s'élèvent et fondent, une signature dans le ciel que tout aigle intrus peut lire. Sa position de souveraine de l'air la met en conflit avec les autres habitants du ciel. Cet as du ciel n'hésite pas à harceler un gypaète barbu, le forçant à laisser tomber un os précieux ou à voler la proie d'un faucon plus petit, un acte de piraterie aérienne exécuté avec une autorité impitoyable. Étant vulnérable lorsqu'il se nourrit au sol, à portée de meutes de loups ou d'un léopard des neiges affamé, dès qu'il a une proie à sa portée, il s'empresse de l'engloutir, toujours avec son regard scrutant les falaises à la recherche du moindre mouvement qui pourrait annoncer l'arrivée des maîtres des lieux. C'est précisément dans ce même royaume de rochers et de précipices que l'aigle royal surveille d'en haut qu'apparaît un tyran qui a transformé les pentes inhospitalières de l'Annapurna en son royaume personnel. Un chasseur qui ne descend pas du ciel, mais émerge de la pierre elle-même. Un prédateur sanguinaire capable de soumettre l'écosystème entier à sa volonté. Pesant rarement plus de 50 kilos, le redoutable léopard des neiges n'est pas un géant, mais plutôt une bête féroce prête à infliger la terreur à toute faune qui ose envahir son domaine pierreux. Bien que ce félin redouté fasse des ravages dans les échelons inférieurs de la chaîne alimentaire à chaque fois qu'il apparaît, ce n'est pas pour rien que ce carnivore a gagné le nom de fantôme de la montagne. Plutôt que de gouverner son vaste territoire d'une main de fer, en affichant sa puissance, le félin blanchâtre préfère disparaître dans les montagnes, n'apparaissant que lorsqu'il est trop tard pour sa proie. En cela, sa fourrure est une œuvre d'art de la nature. Ce n'est pas un simple manteau, mais plutôt une épaisse cape d'invisibilité pâle, teintée d'un gris fumé tacheté de rosettes sombres, qui se dissout sur la roche nue et la neige éternelle. Ses énormes pattes, enveloppées d'une épaisse fourrure, sont des raquettes naturelles qui répartissent son poids, lui permettant de marcher sur la neige profonde sans s'enfoncer et sans émettre un seul bruit. Sa queue, un cylindre de fourrure épaisse de près d'1 mètre de long, est son outil le plus polyvalent. Un gouvernail pour garder l'équilibre lors de sauts impossibles, une écharpe vivante pour le protéger du froid glacial au repos, et une ancre de stabilité dans le monde vertical qu'il appelle chez lui. La vie du léopard des neiges est une lutte perpétuelle contre les hostilités de l'Annapurna. En plus des basses températures rigoureuses, être un prédateur avide dans l'un des écosystèmes les plus austères de la planète n'est pas une pratique particulièrement rentable pour ce félin, donc chaque fois qu'une proie apparaît sur son chemin, il ne peut pas échouer. Étant donné la rareté des victimes potentielles, le félin domine un territoire immense, couvrant des centaines de kilomètres carrés, un royaume vaste et vide, où quelque part se cache une proie savoureuse. Leur principale nourriture est le mouton bleu, les mêmes maîtres du précipice qui survivent aux ravages de ses pentes. Après plusieurs jours d'exploration de son domaine, perché sur une haute crête, son regard perçant scrutant les vallées et les coteaux, le chasseur a enfin localisé l'emplacement d'une victime potentielle pour sa morsure. Il s'agit d'un grand troupeau de barrales à plus d'1 kilomètre de distance. Un festin d'ongulés parmi lesquels le prédateur peut choisir un gagnant pas si célèbre.
Bien qu'il soit resté plusieurs jours sans goûter à la saveur exquise de sa proie, tel un stratège chevronné, le léopard ne se précipite pas et, au lieu de lancer une attaque impromptue, il reste immobile pendant des heures, une statue de fourrure et de patience, observant, attendant. Ce n'est qu'après plusieurs heures de siège que le félin descend, non pas directement vers le troupeau, mais à travers des ravins et des crevasses, utilisant chaque ombre, chaque affleurement rocheux pour dissimuler son avancée et, plus important encore, ses intentions cruelles. Chaque pas est froidement calculé, et le moindre bruit que leur avancée pourrait faire est simultanément masqué par le sifflement des violents blizzards. Quand l'un des béliers lève la tête, le félin se fige. Un seul caillou détaché, un seul souffle visible dans l'air glacial, et la chasse sera terminée avant même d'avoir commencé, le plongeant dans une profonde famine. Après des heures de progression atrocement lente, le chasseur parvient à se positionner au-dessus du troupeau, à environ 30 mètres de ce qui est sur le point de devenir son dîner, un jeune cerf broutant sur une corniche. L'ongulé étant complètement inconscient que la mort approche, le léopard s'accroupit, ses yeux vert pâle fixés sur la nuque de sa proie. Après une brève attente où la tension est palpable, le temps de grâce est expiré, et le félin abandonne sa cachette, émergeant des rochers avec un saut apothéotique de 15 mètres, une trajectoire impossible à travers l'abîme qui a pour destination la masse du Baral. L'herbivore lève la tête au dernier moment, parvenant à voir avec terreur la mort se matérialiser. Il n'y a pas de temps pour un bêlement, et encore moins pour une tentative de fuite. Le léopard frappe avec la force d'une avalanche, et ses griffes acérées comme des rasoirs s'enfoncent immédiatement dans le dos de sa proie. Dans ce qui semble être une démonstration de clémence, mais qui est en réalité une envie de dévorer sa proie, le prédateur s'empresse de lui ôter la vie, fermant ses mâchoires sur le cou de l'ongulé, une seule et puissante morsure qui brise la colonne vertébrale de la victime, lui donnant le repos éternel. Le combat ne dure pas quelques secondes, il n'existe tout simplement pas. C'est plutôt une exécution. Après avoir éteint la vie du Baral par sa morsure indolente, ce chasseur brutal traîne la lourde carcasse vers un endroit sûr, une crevasse dans la roche ou sous un surplomb, loin des regards vigilants des aigles et des vautours. Dans cet endroit confortable, le carnivore se nourrit de cette unique proie pendant plus d'une semaine, y revenant encore et encore, un trésor au milieu de la famine qui domine l'Annapurna. Avec cette proie enviable dans son garde-manger personnel, le félin garantit sa subsistance pour les prochains jours. Ainsi, l'écosystème aura un répit momentané de sa férocité. Bien sûr, aucune carcasse ne dure éternellement, et tôt ou tard, le prédateur reviendra dans l'arène à la recherche d'une autre victime pour ses chasses éphémères et sans cœur. Bien que le redoutable léopard des neiges soit un prédateur tout-puissant dans l'Annapurna, la vie de cette bête majestueuse n'est pas sans danger. Ces menaces ne proviennent pas de rencontres avec d'autres prédateurs redoutés, mais de l'empreinte de l'activité humaine, une ombre qui, bien que lointaine, plane avec une force dévastatrice. Le léopard des neiges, fantôme du sommet, est brutalement chassé pour ses os et sa peau extravagante, convoitée sur les marchés noirs. L'expansion de l'élevage dans ce coin isolé de la planète est une autre pratique qui décime ces populations félines. Suite au conflit avec le bétail, ces chasseurs deviennent des proies, victimes de représailles. Sur les pentes inférieures, le pandarou regarde son monde de bambous rétrécir. Les forêts, autrefois infinies, sont aujourd'hui abattues à un rythme alarmant pour produire du bois et faire place aux cultures, fragmentant leur habitat et l'isolant en parcelles de plus en plus petites. Dans ces mêmes forêts, le cerf porte-musc est un autre de ces habitants sauvages qui souffrent. Chassé sans relâche, non pas pour sa viande, mais pour sa glande odorante, cet ongulé est victime du commerce illégal, une pratique qui menace de le faire disparaître à jamais. Mais les défis auxquels l'Annapurna est confrontée en raison des activités humaines ne se limitent pas à ses habitants sauvages. L'écosystème lui-même en souffre. Année après année, la glace éternelle des glaciers recule, symptôme d'un réchauffement climatique qui altère les cycles de l'eau qui donnent vie à toute la chaîne de montagnes. Malgré les nombreux défis auxquels est confronté ce coin hostile de la planète,
La bonne nouvelle est que nous avons encore le temps de préserver cette imposante chaîne de montagnes dans son état le plus pur et le plus sauvage. L'écosystème délicat de l'Annapurna, ainsi que sa faune, sont en danger. Et il est de notre devoir de sauver ces créatures fantastiques de l'extinction, en assurant leur règne continu sur la montagne. Avez-vous été émerveillé par la sauvagerie de la faune sauvage de l'Annapurna? Alors laissez-nous vos likes, et n'oubliez pas de commenter quelle a été votre espèce sauvage préférée. Pour ne rien manquer de nos prochains voyages dans les coins les plus sauvages de la planète, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Enfin, partagez cette vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent en apprendre davantage sur la lutte de ces bêtes contre la fureur de la chaîne de montagne. Sans plus tarder, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour d'autres histoires de survie à des températures inférieures à 0, de prédateurs implacables et bien sûr d'histoires d'animaux sauvages.